Votre patron sera-t-il un robot? Salut tout le monde, je suis content d'être avec vous sur la chaîne Néo. Ici, on cultive la découverte, on apprend, on se questionne. Mon nom est Serge Bonin, mes invités sont des étudiants et étudiantes au cycle supérieur de l'Université Laval. Néo, c'est bien sûr pour nouveautés, mais aussi pour les néophytes que nous sommes tous un peu dans plusieurs domaines. On n'a pas la prétention de vous présenter le sujet de fond en comble, mais on fait un survol assez intéressant pour piquer votre curiosité et pour démontrer que la recherche, au fond, c'est souvent une petite brique dans un très grand édifice. Vous pourrez bien sûr poser vos questions sous la vidéo, on les transmettra à nos invités. N'hésitez pas à vous abonner et à partager le contenu. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très à la mode et plein de promesses, mais aussi de questions éthiques. L'intelligence artificielle. Notre invitée est au doctorat en relations industrielles. Elle se nomme Julie Garneau. Bonjour, Julie. Bonjour, très heureuse d'être là. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. C'est un sujet nouveau. On a tellement de questions. On commence par quoi? Je vais d'abord nommer le titre de ta recherche. Industrie 4.0 et nouveaux problèmes du travail quand les acteurs de la relation d'emploi expérimentent avec leurs institutions. Et en précision, on rajoute regard posé sur un cas danois et québécois. Bon, d'abord, je te demanderai de définir l'industrie 4.0. Avec plaisir. Les industries sont en transition. On entend parler beaucoup de l'Internet des objets, du nuage informatique, du big data, des robots et aussi de l'intelligence artificielle. L'idée ultime est que l'usine pourrait finir par s'opérer d'elle-même, presque sans intervention humaine. Et puis la rumeur qui dit qu'on risque tous de perdre notre emploi, est-ce que c'est possible, ça? On parle depuis longtemps là, de la fameuse société des loisirs. On s'en va là? Et on est encore au tout début de cette transition-là. Les avancées technologiques connectées et les robots vont faire partie de plus en plus du milieu de travail, ça c'est vrai. Et peut-être que certains de ces robots, grâce à des intelligences artificielles, pourraient devenir ceux qui organisent le travail et qui donnent des ordres. Donc, à la question que tu posais en ouverture de capsule, tu réponds oui, les robots pourraient devenir des patrons. En partie. Mais reste que ce sont les humains qui programment les robots, ou du moins qui en sont les propriétaires. Mais pourquoi 4.0? Les 3 premières révolutions, c'était quoi? Bien, la première, c'est le remplacement de la force humaine et animale par la machine à vapeur. La deuxième, on parle de l'arrivée de l'électricité. Dans le milieu industriel, c'est l'arrivée de la chaîne de montage. La troisième, je la résume par les ordinateurs et la vague d'automatisation des procédés qui va avec. La quatrième, c'est celle que j'ai décrite avec les nouvelles technologies qui permettent une interconnexion entre les objets physiques et les humains liés au processus de production industrielle. Mais qu'est-ce que tu cherches à savoir? Comment se définissent les problèmes? Comment les acteurs patronaux et syndicaux y répondent? Quelles sont les institutions dont elles ont besoin? Est-ce qu'il en faut des nouvelles? Mais comment tu as fait pour t'intéresser à ça? Elle vient d'où ta passion? Ça vient de la notion de résolution de problèmes entre les parties patronales et syndicales. Je travaillais au Service fédéral de médiation et de conciliation. Les médiateurs, les médiatrices nous rapportaient des ententes négociées sur lesquelles les parties s'étaient entendues. Et moi, j'accrochais souvent sur les clauses ou les façons de faire qui sortaient de l'ordinaire, les moments où les parties font preuve de créativité. Je suis tombée sur un article qui expliquait comment les acteurs patronaux et syndicaux du secteur manufacturier au Danemark procédaient par des façons créatives pour résoudre leurs problèmes du travail dans le contexte de la compétitivité internationale. C'était l'angle que je cherchais. La créativité des Danois au service de ta recherche. En fait, j'ai appris ensuite que c'est un processus qui a été étudié dans plusieurs autres pays, dont l'Allemagne, le Japon et les États-Unis. Mais j'ai suivi l'idée de cet article selon laquelle les acteurs procéderaient par expérimentation avec leurs institutions. Et ça m'a ouvert tout un champ d'études sur l'expérimentation institutionnelle, c'est-à-dire un genre de bricolage que font les acteurs avec leurs institutions pour résoudre un problème, un bris d'habitude. La pénurie de main-d'œuvre sera réglée? C'est la solution au vieillissement de la population? C'est vrai que la numérisation des entreprises a le potentiel de réduire de beaucoup le temps de travail par la robotisation et l'intelligence artificielle. On peut penser que ça va améliorer la productivité et une rationalisation des coûts
donc certaines pertes d'emplois. D'un autre côté, on sait que ça va créer des nouveaux emplois, des analystes de données, des ingénieurs informatiques, des réparateurs de drones et plein d'autres qu'on ne connaît pas encore. Qu'est-ce qui s'en vient? Une perpétuelle requalification? Est-ce qu'on va devoir tous être des programmeurs? Ah, ça, c'est la question des compétences nécessaires. C'est une question difficile à répondre, mais la réflexion est bien réelle. Certains pensent que oui, mais on peut décider que ce soit autre chose. Je te laisse y réfléchir. Mais est-ce que ça va être accessible à tout le monde? Les thèses les plus critiques prétendent qu'il y aura encore une plus grande division entre les gros joueurs qui pourront se payer cette technologie et qui auront accès aux fameuses données et ceux qui n'y auront pas accès. C'est la question de l'équité de la révolution. On va se fier sur qui? Nos institutions, dans ce contexte, ce sera quoi leur rôle? Est-ce que l'État est limité à fournir un environnement technologique qui permet cette numérisation en misant sur des incitatifs physiques pour l'Internet, tout en enlevant les barrières réglementaires du travail? Quand on parle institutions, il y a les États, mais il y a aussi les centres d'enseignement, les grappes industrielles, les politiques de formation de la main-d'œuvre, les lois du travail, etc. Et toi, Julie, là-dedans, qu'est-ce que tu cherches? Je veux savoir quelles sont les institutions nécessaires ou utiles. Est-ce que les lois du travail servent encore? Comment on utilise la négociation collective? Est-ce qu'on voit plutôt une utilisation accrue des institutions d'enseignement, des grappes industrielles? Est-ce qu'on passe par d'autres véhicules? Donc toi, tu veux savoir comment ça se fait en ce moment, puis si ça se fait de la bonne manière. Ma contribution reste bien modeste. À ma façon, j'essaie d'affiner le portrait et je me base sur 2 études de cas du monde de l'aéronautique. Comme mes 2 études de cas sont situées dans 2 contextes économiques différents, soit celui du Québec et celui du Danemark, je veux voir si les institutions des relations d'emploi changent à mesure que les acteurs les utilisent. Je vais tenter de voir si les patrons et les syndicats utilisent plus les institutions du libre marché, par exemple la compétition sur le marché, ou s'ils utilisent plus les institutions de type coordonné, par exemple les grappes industrielles ou les négociations coordonnées entre l'État, le patronat et le syndicat. Est-ce que ça sera la même chose au Québec et au Danemark ou est-ce que ça sera un peu différent, beaucoup différent? À voir. Qu'est-ce que ça va te donner au final? D'abord, je cherche à documenter c'est quoi l'expérimentation institutionnelle et ses effets sur les trajectoires des changements dans les institutions de la relation d'emploi. C'est ma contribution théorique. D'un point de vue plus pratique, je crois que cette étude va faire ressortir les besoins institutionnels en matière de relations d'emploi dans le 4.0, tout en montrant les solutions que les acteurs dans chacun de mes cas ont choisi de poursuivre. Je ne pourrai pas répondre à tout, mais je cherche des façons originales d'ouvrir nos compréhensions dans les relations du travail dans ce que l'on nomme l'industrie 4.0. C'est mon petit grain de sel. Je te mets au défi de résumer ça en 3 points. Tout n'est pas joué. Il faut faire des analyses fines des situations, regarder les besoins institutionnels des acteurs pour que cette transition soit équitable. On doit rester critique et ouvert. Le changement institutionnel est peut-être plus complexe qu'un simple retrait de l'État en matière de relations d'emploi. Les acteurs patronaux et syndicaux peuvent faire preuve de créativité dans la résolution de leurs problèmes. À nous de décider ce qui nous attend. Julie, merci pour ton intelligence organisationnelle. Pour finir, notre patron sera-t-il un robot? Tu réponds « oui, mais ». Exactement. Il y aura toujours un vrai patron quelque part pour programmer le robot en question. Et il risque fort de ne pas être incarné en vis et en métal. Ce pourrait être davantage un programme invisible. Il faudra être vigilant. Mais tout ça se prépare et je suis bien contente de m'insérer dans la réflexion. Que c'est beau l'intelligence, et encore plus quand elle reste humaine. Sans tomber dans l'artificiel, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à notre chaîne et à partager si vous appréciez le contenu. Pour pousser la réflexion plus loin, essayez d'imaginer votre emploi bonifié par l'intelligence artificielle. Comment ça pourrait se traduire? Est-ce que c'est déjà commencé? En quoi la robotisation et les algorithmes peuvent-ils vous être utiles?
Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez des questions pour Julie, elle pourra y répondre à la fin d'une prochaine capsule. Mon nom est Serge Bonin, je suis néophyte et maintenant nous le sommes tous un petit peu moins. Rendez-vous bientôt pour un autre tour d'horizon de la connaissance des études supérieures de l'Université Laval.